Monsieur ADG, bonjour et merci de m'accorder la parole. Bonjour, je vais profiter de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs et vos auditeurs parce qu'ils vous suivent quand même. J'ai deux questions. La première question, je voudrais savoir quelle est la politique actuelle du comité de gestion de la minière de Bakwanga-Miba pour la relance de la société. Et je me pose la même question. Je veux savoir sur quoi vous vous reposez ou sur qui pour la relance de cette société qui se trouve pendant 7 ans dans une situation tellement catastrophique. La deuxième question, monsieur l'ADG, il y a les terrains de la société minière de Bakwanga qui sont systématiquement spoliés. Je me demande par quel mécanisme l'AMIBA aujourd'hui peut récupérer tous ces espaces qui sont déjà entre les mains de la population. Les grandes maisons sont déjà construites. Est-ce qu'il y a espoir de récupérer ces espaces? Merci beaucoup. Merci pour vos questions, mais avant d'y répondre, j'aimerais quand même situer la problématique de l'AMIBA. Donc, comme vous connaissez, l'AMIBA, c'est la société minière de Bakwanga, en cycle MIBA, qui est une société du portefeuille de l'État à économie mixte, c'est une société commerciale. C'est une société qui a une longue histoire parce que cette société a été le poumon de l'économie nationale et même la seule d'ailleurs, la seule société dans l'espace Grand Kasaï qui a fait vivre cette ancienne province qui a été démembrée, qui est devenue multiprovince. Et l'AMIBA, c'est une société au sein de laquelle il y a 2 partenaires. Voilà pourquoi on dit qu'économique, voilà, on dit que c'est une société commerciale, dont l'État qui a la majorité de parts sociales, chiffrée à 80%, et un partenaire qu'on dit minoritaire parce qu'il n'a que 20%. Et ce partenaire s'est toujours appelé depuis longtemps, depuis l'origine de ma société, donc du partenariat, c'est toujours appelé Sibeka. C'est une société d'origine belge qui était dans l'escarcelle de la Générale de Belgique et qui est devenue une filiale de Umicore. Et donc, pour répondre à votre question, je disais qu'il faut situer la problématique. Parler de la relance, ça veut dire que, avant de parler de la relance, il faut parler de la situation réelle de l'AMIBA. Donc, cette société qui a été le poumon de l'économie nationale a connu d'innombrables problèmes jusqu'à quasi tomber en faillite. Parce que depuis plusieurs années, cette société ne produisait plus un seul carat de diamant. Les travailleurs ont des arriérés de salaire énormes, ne touchaient plus leur salaire d'ailleurs depuis un certain temps. Depuis plusieurs mois, ils sont payés au forfait grâce au président de la République, que je remercie d'ailleurs pour les efforts qu'il continue à faire pour essayer de sauver cette société. Et toutes les machines, tout l'outil de production était mort. Donc, quand nous avons été nommés par ordonnance présidentielle au mois de juin 2023, nous avons pris la direction de la société pour répondre à la demande du chef de l'État qui est de relancer l'AMIBA. Quelle est notre politique pour réussir à arriver à cet objectif? Eh bien, nous ne pouvons pas inventer la roue. La société, c'est une société qui a une longue histoire et qui a un objet social. Et l'objet social, c'est quoi? Faire la recherche, produire et vendre les minéraux qui se trouvent dans le sous-sol
de notre pays, ici en particulier dans la province du Kasaï, et spécialement le diamant. Et donc, de ce fait, la politique pour relancer cette société, il faut produire, il faut permettre à cette société de remplir sa mission qui est la recherche, puisqu'on connaît qu'il y a déjà des diamants, la production et la commercialisation de ces diamants pour pouvoir permettre à son personnel de se retrouver, parce que c'est finalement le personnel qui fait ce travail de production. Et donc, notre politique et notre objectif est celui-là. Nous devons produire. Il n'y a pas autre chose que de produire, de faire en sorte que cette production soit la plus maximale possible et que cette production puisse permettre à la société, à son personnel de se retrouver. Sur quel moyen nous comptons? Je crois que c'est là vraiment l'essentiel de la question. Eh bien, nous comptons d'abord sur la volonté, la détermination du chef de l'État, qui l'a toujours répété, qu'il faut que la MIBA soit relancée, qu'elle arrive au niveau de la production qui a toujours été la sienne. Donc nous comptons sur la détermination du chef de l'État et nous savons que, en tant que chef suprême, il peut nous permettre d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour relancer cette société. Deuxième atout sur lequel nous comptons, évidemment, ce sont les réserves. La MIBA a beaucoup de réserves de diamants qui ont été certifiées à un certain moment de l'histoire, qui sont connues, et ces réserves sont là. C'est un atout majeur. Troisième atout, c'est le personnel. Le personnel de la MIBA a eu des difficultés énormes. Il y en a qui ont des arriérés de salaire de plus de 200 mois, mais ils sont toujours là, debout. Et ils attendent. Pour faire quoi? Travailler. Et ça s'est vu quand nous sommes arrivés et nous avons dit nous allons pouvoir démarrer la production. On a vu ce personnel à la besogne. Et nous avons commencé à produire. Et dernier atout, pour l'instant, c'est un peu la volonté de l'équipe que le chef de l'État a mis en place. La volonté et la détermination de arriver à faire ce qui est faisable, parce que on dit qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Et c'est un peu ma philosophie à moi. Il n'y a pas d'impossible. L'impossible n'est pas français. Et donc notre détermination fera que nous allons arriver à ce que nous voulons faire dans cette société. Maintenant, pour faire tout ça, il faut des moyens financiers. Ça, c'est évident. Donc, on ne peut pas produire sans moyens financiers. Mais personnellement, je me dis toujours, il faut d'abord l'intelligence, la volonté, la détermination, et ensuite, on trouve les moyens. Parce que si vous n'avez pas d'idée claire, si vous n'avez pas de plan clair dans votre esprit, on peut vous donner tous les moyens qu'on va vous donner, vous n'en ferez rien. Et je me demande si ce n'est pas un peu ça qui a fait que la MIBA, mais je n'irai pas jusqu'à dire cela. Et donc, nous avons commencé à chercher les moyens pour démarrer la production. Il est vrai que nous avons trouvé des engins qui étaient immobilisés pour des raisons que je dirais quasi ridicules, parce que nous avons des engins qui ont à peine quelques heures de fonctionnement. 5000 pour un tracteur, pour un engin de production, 5000 heures, c'est très peu. Donc nous avons des engins qui n'ont que 5000 heures, 7000 heures. Il y en a très peu qui ont atteint le niveau maximal de leur œuvre. Donc ces engins étaient immobilisés pour des problèmes tout à fait dérisoires. Et donc l'ensemble de l'équipe s'est mis au travail et nous avons, avec les moyens de bord que je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous donner les chiffres, à peine ridicule. Les moyens de bord, nous avons démarré la production début décembre 2023. Voilà un peu comment nous pensons faire dans cette société, avec quels moyens nous comptons aller de l'avant
je vous dirais jusqu'à ce niveau que nous avons commencé la production début décembre et à la fin du mois de janvier, nous avons fait 53 000 carats de diamants. Ce qui revient à peu près à une production de 300-400 000 carats sur l'année. Si on cherche, si on reste sur ce rythme-là. Mais c'est un rythme ultra minimum. Pourquoi je dis ultra minimum? Parce que nous avons démarré avec une seule pelle, une seule chargeuse, une seule laverie, 2 camions. Et donc ça, c'est vraiment l'outil ultra minimum. Pour un fonctionnement normal, nous devons avoir à peu près 10 dans chaque catégorie de ces engins-là. Et donc, si nous arrivons à avoir 7 outils de production à ce niveau-là, je pense que la production va être multipliée par 10, pourquoi pas par 20, parce que historiquement, je vous dirais que le niveau de rentabilité de l'Amiba est estimé à 7 millions de carats par an. Et que l'Amiba a déjà atteint une production quand elle était au sommet de sa gloire, dans les années 90, 90 pour les Français. L'Amiba a produit jusqu'à 9 millions de carats par an. Voilà. À ce stade-là, je pense que j'ai répondu à la première partie de la question et même à la deuxième partie de la question sur quels moyens on se base. Encore merci, monsieur l'ADG. Il y a la deuxième question. La deuxième question, c'est la spoliation des biens d'Amiba. Effectivement, depuis que nous sommes arrivés, mais c'est un problème que nous avons trouvé que nos frères qui s'appellent les Bakwanga, bon, ils s'appellent les Bakwanga peut-être parce qu'ils sont sur le sol dans la ville de Bakwanga avant tout le monde, je peux le comprendre, mais moi aussi je peux me dire Bakwanga aujourd'hui, je suis Mkwanga parce que j'ai étudié ici, école primaire, j'ai étudié ici en Bujimaï. J'ai grandi une bonne partie de ma vie ici à Bakwanga. Et donc j'ai été citoyen Mkwanga, répertorié à la commune comme citoyen de la ville de Bujimaï. Donc je peux me permettre Mkwanga. Mais tout ça, c'est une manière de digresser un peu. Mais ceux qui s'appellent les Bakwanga se sont mis dans la tête que le sol leur appartient. Tout ça à la suite d'une convention qui a été signée avec les Belges au temps colonial. Et dans la convention, on disait, quand on a exploité une mine, qu'elle est épuisée, on doit rétrocéder les terres aux chefs de Bakwanga. Ça, c'est la convention qui les stipule. Mais vous savez qu'une mine, pour être déclarée épuisée, il faut vraiment beaucoup pour le montrer que la mine est épuisée. Parce qu'ici, sur le polygone de l'Amiba, des endroits où on avait déjà exploité, on revient, on exploite, il y a toujours du diamant. Donc on ne peut pas dire que les mines sont épuisées, qu'on rétrocède le sol au Bakwanga. Mais plus important, c'est cette notion de sol, le sol qui appartiendrait au Bakwanga. Au temps colonial, peut-être, c'est une notion qui pouvait être défendue parce qu'on parlait aux étrangers. Mais depuis l'indépendance, il y a une loi. Je crois qu'elle a été votée dans les années 1970. Il y a une loi qu'on appelle la loi Bakajika. Cette loi dit quoi? Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc les Bakwanga, chefs coutumiers qu'ils soient, qui qu'ils soient, ne peuvent pas se prétendre propriétaires des sols, et encore moins du patrimoine de l'Amiba. Pourquoi j'ai dit le patrimoine de l'Amiba? Parce que je vous ai parlé de l'actionnariat État Sibeka. Et donc, dans les 80% que l'État oppose aux 20% de Sibeka, il y a tout ça, les terres, les mines, tout ça c'est répertorié dans ce 80%. Et donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, et surtout pas permettre à ceux pour lesquels la MIBA travaille finalement. Cette MIBA, elle travaille pour qui? C'est pour les originaires de Bakwanga en premier, qui sont les propriétaires de la ville.
D'ailleurs, si cette ville existe, c'est grâce à l'Amiba. Donc les Bakwanga peuvent se glorifier d'avoir une ville qui a été créée par l'Amiba. Et donc, dès lors que les sols et sous-sols appartiennent à l'État, et plus encore, cet espace qui a été délimité, cédé à l'Amiba, tant que l'Amiba ne l'a pas restitué à l'État, personne ne peut se permettre d'en faire usage, quel qu'il soit, quel que soit cet usage. Donc, il y a les spoliations qui sont faites de manière tout à fait anarchique. Et je suis content que vous ayez posé la question parce que ce problème, nous l'avons abordé dès que nous avons pris la direction de l'Amiba de manière tout à fait diplomatique. Nous avons approché les Bakwanga pour dire il faut que nous puissions nous entendre. Parlons, trouvons les solutions à l'amiable parce que l'Amiba travaille pour vous. La loi, comment on appelle cette loi minière, elle a décrit les rapports qui doivent exister entre ceux qui exploitent les sols dans une région et les communautés environnantes. Donc, c'est l'exploitant ici, l'Amiba, doit prendre en charge les communautés environnantes en répondant à leurs besoins, en donnant le minimum dont ils ont besoin. Et la loi détermine tout cela. Et si vous avez besoin qu'on fasse quelque chose pour eux, parce qu'entre autres, leur demande, c'est quoi? C'est que l'Amiba ne s'occupe pas d'eux, leurs enfants ne sont pas engagés d'Amiba, etc., etc. Je dis, bon, tout ça sont des choses qu'on peut faire, mais le plus important, c'est quoi? Qu'il y ait une paix sociale. Arrêtez de toucher au patrimoine de l'Amiba. Parce que vous êtes en train de déstabiliser l'État qui est actionnaire d'Amiba. Déstabiliser pourquoi? Parce que vous êtes en train de diminuer ses parts dans ce partenariat avec l'actionnaire minoritaire. Et l'actionnaire risque un jour de se dire, bah oui, moi, etc. Maintenant que nous avons parlé, on a eu l'impression que ça allait, mais malheureusement, non. Et aujourd'hui, la seule solution, et pour répondre à votre question, c'est l'État qui doit, c'est la force de l'État public, de l'État de la force publique qui doit pouvoir résoudre ces problèmes. Et nous avons déjà obtenu de la part de toutes les autorités, toutes les instances, en commençant par le ministère de titre foncier, qui nous a reconnus dans ses droits. Le ministère de l'Intérieur nous a reconnus dans ses droits. Le ministère de Justice a demandé à la justice ici de protéger le patrimoine de l'Amiba. Le ministère de la Défense est intervenu pour dire qu'on ne doit pas toucher au patrimoine de l'Amiba. Même la présidence de la République nous a écrit pour dire qu'on ne doit pas toucher au patrimoine. Et pas plus tard que hier, au gouvernorat, on était devant la Cour des comptes qui a soulevé cette question de spoliation de patrimoine de l'Amiba. Parce qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait beaucoup de désordre, de l'anarchie. Et donc la Cour des comptes a pris notre plainte. Parce que la Cour des comptes peut interpeller n'importe quel magistrat. Parce que là-dedans, il y a à manger, à boire. Hein. Il y a des ordonnances qu'on rend pour donner raison à ceux qui distribuent les terres. Et pourtant, le ministère national de titre foncier a interdit aux conservateurs ici d'accorder un seul titre à ceux qui spolient les biens de l'Amiba. Donc, il ne nous reste qu'une solution, c'est la force de l'État, évidemment. La force de l'État pour faire quoi? Pour démolir tout ce qui a été acquis dans l'irrégularité la plus totale. Et ça, ils n'ont pas voulu écouter la voix de la sagesse, le discours de conciliation. Je crois que la dernière étape, ça sera de démolir tout ce qui a été acquis dans l'irrégularité. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. S'il y a des sous-questions, j'y reviendrai. Absolument. Donnons la parole au Nicolas Kazan, le grand État Congo. Monsieur le DG, il y a une question qui a fait certainement polémique parce que plusieurs en parlaient déjà.
C'est en rapport avec ce partenariat avec Centreville. Plus environ 40 millions de dollars américains que vous aurez grâce à cette société. Dites-nous si aujourd'hui ces fonds sont mis à votre disposition, à quoi ils seront affectés concrètement? Et la deuxième question, c'est de savoir, depuis que vous avez été nommé et que vous avez pris certainement fonction vers la fin d'année 2023, c'est quoi les bilans que vous faites de votre gestion? Deux questions intéressantes. Centreville. Le contrat Centreville fait couler beaucoup d'encre. Ça s'appelle contrat pré-commercialisation. Pourquoi on a opté pour ce contrat? Je vous ai dit, quand on a été nommé, nous nous sommes dit, la priorité, c'est la production. Il y a un plan qui a été élaboré. Un plan complet qui a impliqué toutes les parties concernées, c'est-à-dire la présidence de la République, le portefeuille, le copyright, la MIBA, le ministère de Mines. Toutes les instances ont été sollicitées pour élaborer ce plan qui est complet, un plan complet, chiffré à près de 500 millions. Pour réaliser ce plan, il faut 500 millions. Et les élaborateurs ont eu la bonne idée de l'étaler sur des étapes. C'est-à-dire, première étape, il fallait qu'on ait 160 millions pour démarrer, puis deuxième étape, etc. Et ce plan prend en compte le passif de la MIBA. Le passif, c'est quoi? C'est des arriérés de salaire, c'est les décomptes de personnel, c'est beaucoup de choses qui appartiennent au personnel finalement. Donc c'est les arriérés, l'argent qui appartient au personnel, les pensions, tout ça. C'est le passif. Et ce passif est chiffré à près de 300 millions. Donc vous comprenez que si on enlève sur les 200 millions, il resterait réellement que 200 pour effectivement démarrer la MIBA. Et donc ce plan n'a jamais été appliqué. Je pense qu'on peut facilement comprendre pourquoi. Je répète, ce plan a été approuvé à tous les niveaux, comme au gouvernement et au Parlement. Ce plan a été approuvé et validé. Mais malheureusement, comme j'ai dit, depuis janvier 2023, que ce plan est fin prêt pour relancer la MIBA, n'y est jamais arrivé. Et je disais que c'est facile de comprendre. Le pays traverse des moments assez difficiles où il y a des priorités et ce serait difficile que l'État mette à disposition de montants aussi importants pour relancer la MIBA. Et n'oublions pas non plus que la MIBA, ce n'est pas une société à 100% de l'État. Il y a un partenaire minoritaire qui est un privé. Et donc l'État seul ne peut pas prendre cette charge-là. C'est une charge qui revient aux deux actionnaires pour relancer la MIBA. Enfin, quoi qu'il en soit, ce plan n'a jamais été appliqué. Et quand nous avons pris la direction de la société, avec la détermination que nous avions pour relancer la production, nous avons examiné tous ces plans. On s'est dit, comme je viens de le dire, 500 millions, c'est pas possible. 160 millions, c'est difficile. Nous avons regardé dans ce plan, nous avons sorti quelques éléments que nous estimions qui sont absolument prioritaires pour démarrer la production. Parce que je le répète et je le répéterai toujours, sans production, la MIBA n'existe pas. Et pour nous, il n'y a que la production du diamant, sa commercialisation, qui permettra de résoudre les problèmes de la MIBA. C'est une société commerciale. On ne peut pas attendre... non, il faut que la société produise, vende son produit et puisse résoudre ses problèmes. Devienne un peu autonome par rapport à tous ces bailleurs. Et donc, nous avons élaboré un plan minimum, ultra minimum, chiffré à 45 millions de dollars, étalé sur 3-4 ans. Pourquoi 3-4 ans? Parce que notre mandat est 4 ans. On ne peut pas aller au-delà. C'est la volonté du chef qui le veut. D'ailleurs, on peut arrêter. Mais en fait, notre mandat est de 4 ans. Nous avons élaboré ce plan sur 4 ans, chiffré à 45 millions de dollars.
centré, axé essentiellement sur la production. C'est-à-dire que le peu d'argent que nous pensions avoir pour réaliser ce plan, l'essentiel devra être consacré à l'achat de l'outil de production. Et à sa maintenance et son entretien, c'est-à-dire tout ce qui tourne à l'outil de production. Et donc nous sommes mis à la recherche de moyens pour pouvoir mettre en pratique ce plan. Nous avons toqué à toutes les portes, en commençant par le gouvernement. Donc nous avons vu le ministère de Finances. Pourquoi commencer par le ministère de Finances tout en étant sûr qu'il y a des priorités qui ne sont pas celles de la relance d'Amiba, même si le chef de l'État est déterminé, mais les réalités, la sécurité, il y a beaucoup de priorités aujourd'hui qui secouent le gouvernement. Et donc, on s'est dit, l'État, donc le gouvernement, nous doit à l'Amiba. Et donc le gouvernement, on a regardé, on a fouillé dans les archives, dans les livres, on a trouvé que l'État doit à l'Amiba 50 millions, 53 millions pour être plus précis, de dollars. Et c'est dans ces 50 millions que, sur demande du chef de l'État, chaque mois, depuis un certain nombre de mois, on paye à l'Amiba 1 million de dollars. En tout cas, c'était la demande du chef, mais ça a été converti en francs congolais, vous comprendrez pourquoi, je vais revenir sur cela. Et donc, sur 50 millions, nous avons demandé au gouvernement, à travers le ministre des Finances, qu'on nous donne ne fût-ce que 45 millions sur les 53 millions, que nous puissions relancer l'Amiba. Je ne dirais pas impossible, mais c'était difficile parce que c'est le ministre des Finances qui gère finalement la caisse de l'État. Et donc, dans l'état des caisses de l'État, à ce moment-là, impossible d'obtenir ces 45 millions. Même pas la moitié, même pas le tiers. Nous nous sommes retournés vers les prêteurs de l'argent qui sont les banques. Les banques ici chez nous, vous connaissez comment elles font, se font beaucoup d'argent sur les clients. Et donc, le taux d'intérêt que nous avons eu, auquel nous avons eu à faire face, c'est à partir de 13-15%. Donc 45 millions pour 15% de taux d'intérêt, quelle que soit la durée, généralement les banques ne dépassent pas 5 ans. Ils donnent 2-3 ans, moyennant une garantie de l'État. Et donc garantie de l'État aussi, ce n'était pas facile à obtenir dans cette ambiance où le gouvernement était pratiquement à la sortie. Et donc, des banques, impossible de trouver un prêt. Nous nous sommes retournés vers les particuliers. Nous avons toqué à des portes. Nous avons défendu notre plan, qui a été d'ailleurs vulgarisé parce que tout le monde est au courant de ces plans. C'est un plan minimum. Nous n'avons pas trouvé des bailleurs qui pouvaient supporter notre plan. Mais, tant qu'on n'a pas de solution, on ne dort pas. Nous avons continué. Et grâce au ministère de portefeuille, notre ministère de tutelle, comme vous savez, l'Amiba a 2 ministères de tutelle. Le côté administratif, c'est le ministère de portefeuille, et technique, c'est le ministère de mines. Et à travers le ministère de portefeuille, je salue en passant respectueusement la ministre d'État, Mme Adel Kaïnda, nous avons reçu un monsieur qu'elle nous a adressé. C'est le propriétaire de Centreville, une société américaine située dans le Delaware ou quelque chose comme ça, je n'ai pas de précision, mais c'est une société qui existe bien, elle a une adresse en Amérique. Et pourquoi ce monsieur est arrivé chez nous? C'est parce qu'il avait déjà un contrat avec l'Amiba. Quel contrat? Le même contrat pré-commercialisation. Mais, à la différence de celui que je vais vous expliquer, à l'époque, l'Amiba avait convenu avec ces messieurs de lui donner sa production pour commercialisation et moyennant compensation financière.
Seulement, le monsieur avait exigé que la production de la MIBA lui apporte minimum 25% des diamants des joailleries. C'est ce qu'on appelle des diams. C'est des diamants de qualité, de première qualité. 25% c'est impossible dans les diamants congolais, parce que le diamant congolais est fait essentiellement de diamants industriels. Nous avons plus de 90% de diamants industriels. Le reste, c'est à peu près 6%, maximum 7% de diamants de joaillerie. Et donc, ce qui fait qu'un contrat signé depuis 2021 n'a jamais été appliqué à cause de cela. Et quand le monsieur est venu nous voir, on craignait qu'il pose les mêmes conditions. Mais, entre-temps, sur demande du conseil d'administration, on avait suspendu tous les contrats qui avaient été signés dans la période où il y a eu un flou, parce que vous savez que nous avons été nommés en juin 2023, mais nous n'avons pu prendre les rênes de la société qu'au 30 septembre. 3 mois de perdu pour des raisons que je vous épargne. Mais entre-temps, donc à la première réunion du conseil d'administration, on a décidé de revisiter tous les contrats qui étaient signés pendant cette période-là, et même avant. Pourquoi? Parce que l'équipe que nous avons remplacée était composée essentiellement des intérimaires. En commençant par le directeur général, en passant par le président du conseil d'administration, tout le monde était intérimaire. Même encore aujourd'hui, beaucoup de directeurs sont des intérimaires. Pourquoi? Je ne sais pas vous répondre pour l'instant. Alors, en visitant ces contrats, effectivement, nous avons eu à voir ce contrat-là aussi. Et donc, monsieur est arrivé, nous avons négocié. Nous lui avons dit, oui, vous voulez vendre nos diamants, d'accord, mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le prêt. Puisque pour vous donner les diamants, nous devons les produire. On va les produire avec quoi? Nous n'avons pas de moyens. Le monsieur a accepté de nous prêter 45 millions. Ce qui part de 50 millions, je ne sais pas d'où il tire ce chiffre, c'est 45 millions. Le monsieur a accepté de nous financer notre plan, qu'il a eu d'ailleurs, qu'il a examiné pendant plusieurs semaines. Il a accepté de financer ce plan, à concurrence des 45 millions. À quelles conditions? Alors que la banque nous demandait 13-15%, le monsieur a accepté de nous prêter son argent à 3%. Proche du taux de Libor, qui est donc 2%. Le monsieur nous prête son argent à 2% d'intérêt. Il accepte de nous donner un an de grâce. Un an de grâce, ça veut dire, pendant un an, nous travaillons, nous équipons, nous ne lui payons que les intérêts sur son argent. Nous ne payons pas le capital. Pendant un an. Et nous, je vous ai dit que notre plan a été fait sur 4 ans. Le monsieur a dit, pour vous permettre de respirer, vous pouvez me rembourser sur 7 ans. Aucune garantie. Il n'a exigé aucune garantie. Voilà la première partie du prêt. Que ceux qui racontent n'importe quoi arrêtent de raconter des bêtises. C'est un contrat qui nous prête de l'argent. Ce n'est pas notre partenaire. Oui, il est partenaire puisqu'il nous prête de l'argent. Mais c'est son argent, on va le lui rembourser. À quelles conditions? Je viens de les donner. 3%, 7 ans de durée de remboursement de crédit. Alors maintenant, lui, il attend la contrepartie. La contrepartie, c'est effectivement la production. Nous lui avons dit, nous pouvons vous vendre nos diamants tels que nous les produisons. Nous n'avons pas 20%, même pas 10% de diamants de joaillerie. Nous avons un petit pourcent, sans lequel il varie d'ailleurs en fonction des sites qu'on exploite. Donc, vous les prenez tels que nous les produisons. Monsieur dit oui. À quelles conditions? Nous vous vendons nos diamants au prix où on les aurait vendus sur place. Et aujourd'hui, comment on le fait? Comment on vend nos diamants? C'est le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de diamants qui conduit nos ventes de diamants. En présence du ministère de Mines, en présence de l'ANER, en présence des services de douane, tous les services sont là, ils regardent. Et ça s'appelle tender, c'est-à-dire que on ouvre
D'abord, il y a l'évaluation. Le CEC, qui est un centre d'évaluation, donne le prix à notre colis. Ce sont des experts, hein. Leur travail c'est d'évaluer, déterminer le prix du diamant. Ils donnent le prix. Nous avons aussi des experts qui déterminent le prix. Et on a un prix référence, comme on dit. Donc, c'est ce prix-là, on ne peut pas dépasser, aller au-delà de 10% ou descendre en dessous de 10% de ce prix-là. C'est ça que nous, comme ça que nous vendons nos diamants, que l'AMIBA vend depuis toujours. Sauf quand il y a un contrat particulier, comme Emaxon, je crois que c'est ce contrat qui a hérissé beaucoup de monde. Voilà pourquoi on s'attaque au plan centre-ville. Au contrat centre-ville. Mais donc, nous lui avons dit, vous achetez nos diamants dans ces conditions-là. Alors, lui, parce qu'il est convaincu que ces diamants, nous les bradons sur place. Nous avons dit, oui, vous les achetez, vous en faites ce que vous voulez. Mais il va pas en faire ce qu'il veut, parce que ces diamants doivent être tracés jusqu'à l'utilisateur final. Il va partir avec un expert de l'AMIBA pour les vendre sur les marchés new-yorkais, aux États-Unis. Et il les part avec ces diamants comme étant des diamants de l'AMIBA. Ce n'est pas des diamants qu'il a ramassés n'importe où. Non, c'est des diamants. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est une manière de protéger notre label et d'en faire la publicité. Parce que sur les marchés new-yorkais, on va découvrir qu'il y a des diamants MIBA que Centre-Ville amène pour vendre là-bas. Les gens ne comprennent peut-être pas l'importance, mais c'est-à-dire que nous allons faire la publicité de notre production. Désormais, nos diamants vont être vendus sur le marché international. C'est très important. Il y a peut-être que des gens qui sont dans le secteur qui comprennent ce que je veux dire, mais c'est très important. Et donc, quand ils vont vendre aux États-Unis, avec notre expert, il y aura un prix. Et nous avons convenu avec ces messieurs, s'il a acheté chez nous à $100, et qu'il vend à $200, c'est un exemple, hein? Je ne dis pas que c'est ça la valeur, c'est pour donner un exemple. Il vend à $200, la différence est de $100 au-dessus du prix qu'il a acheté chez nous. Eh bien, le $100, on se le partage moitié-moitié. Lui prend 50, nous, on prend 50. Donc finalement, il n'a gagné que $50 sur son opération. Mais si par malheur, au lieu de vendre à 100, il vend à $80, il a perdu $20, n'est-ce pas? C'est son problème, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le risque de métier. Il a accepté, nous, on n'assume pas ça, et il a accepté. Voilà le contrat que nous avons signé. Et ce contrat a été validé par le conseil d'administration tel que les statuts le disent. Il est aujourd'hui au ministère du portefeuille pour son examen, sa validation, et il sera validé par le ministère des Mines. Pourquoi? Parce que nous n'allons plus vendre par tender, c'est-à-dire on appelle tout le monde qui vient pour concourir, pour acheter. Non, on va vendre à notre bailleur de fonds. C'est un contrat, l'exclusivité. Maintenant, nous avons arrêté aussi dans ces contrats les chiffres, les montants, donc le nombre de carats qu'on doit lui donner chaque mois. Si on dépasse ça, c'est toujours un plus pour nous. Nous les vendons au prix d'ici. Et s'il veut prendre plus pour nous payer au même prix que nous vendons ici, et qu'il va vendre plus, nous partageons le surplus. Qui gagne? C'est l'AMIBA. Voilà le contrat qu'on est en train de vilipender. Par qui? Par ceux qui ne veulent pas de la relance de l'AMIBA. Et aujourd'hui, je pointe les représentants de Sibeka qui sont venus semer du désordre dans tout ça. Voilà par rapport au contrat centre-ville. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il va rapporter à l'AMIBA. S'il y a quelque chose que je vais oublier, vous pouvez me le demander. Deuxième question. Oui, en fait, avant de passer à la deuxième question, sur le contrat, après l'année des grâces, comment se fera le remboursement? Ça sera mensuel ou annuel? Mensuel. Sur le remboursement mensuellement, parce que nous lui donnons le diamant mensuellement aussi. Donc la production mensuelle qu'on lui donne. Il ne peut pas attendre un an, parce qu'on ne peut pas stocker le diamant pendant un an. Les prix peuvent fluctuer. Nous lui vendons nos diamants chaque mois et nous remboursons son crédit, le capital
plus les intérêts divisés par le nombre de mois sur 7 ans, sur 6 ans, puisqu'il y a un an de grâce, sur 7 ans, eh ben, c'est le montant mensuel que nous lui remboursons. Ben, je le disais encore ce matin, je ne sais plus à quel journaliste, moi, si je pars de l'AMIBA aujourd'hui, je partirai tête haute. Je ne partirai pas avec la queue entre les jambes. Non. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés au 30 septembre, la société était à l'arrêt. Ne produisait pas un seul carat de diamant. Aucune machine ne tournait. Les travailleurs étaient au chômage. Et plus grave, rien ne tournait. Aucun engin ne tournait dans cette société. Et même le forfait qu'on payait au personnel, quand nous sommes arrivés en septembre, on venait de leur payer le mois de mars. Faites les calculs. Donc, nous sommes en septembre, on paye le forfait, le fameux forfait que le président avait demandé qu'on leur paye chaque mois, mais on venait de leur payer le mois de mars. Ça veut dire qu'il y a 6 mois d'écart. Alors qu'ils ont déjà des arriérés de plus de 200 mois. Même sur le forfait, il y a encore des arriérés de 6 mois. Nous avons trouvé cette situation-là. Je ne veux pas vous parler d'endettement de la société, parce que je ne veux pas faire fuir les investisseurs éventuels. L'AMIBA est endetté jusqu'à la moelle. Tous les jours ici, je vous ai dit que j'étais devant la Cour de compte hier avec mes collaborateurs. C'était pour demander pourquoi nous ne payons pas nos impôts. Et ils sont énormes. Nous avons suppléé pour dire, nous venons de commencer la production, nous sommes de bonne volonté, nous allons payer. C'est tout ce qu'on peut dire. Et donc, le bilan. Le premier bilan que je disais, c'est la production, parce que aujourd'hui, je peux me glorifier de 60 000 carats sur 54 000 carats sur 2 mois. Donc, ça veut dire 30 000 carats par mois, parti de zéro. Ça, c'est un point positif. Qu'on le veuille ou non. Je suis parti de zéro, j'ai multiplié ces zéros par combien? Par rien, parce que si je multiplie par quel que soit le chiffre, c'est zéro. Mais non, je suis passé de 0 à 30 000. Donc ça, c'est un bon, une croissance énorme. Deuxième point du bilan, il y a des engins qui tournent aujourd'hui. Il y a le pelle qui tourne, il y a l'avril de Dissel est en train de tourner, il y a beaucoup de trucs qui tournent, et les gens tombent au travail, ils sont contents, puisque depuis plusieurs mois, ils étaient chez eux en train de tourner le pouce, ils ne faisaient rien. Surtout ceux qui sont appelés à travailler dans les mines là. Ça, c'est vraiment de la joie pour eux. Troisième réalisation. Ces gens, ça fait longtemps qu'ils marchaient à pied. Ces travailleurs marchaient à pied. Évidemment, quand ils ne travaillaient pas, ils étaient chez eux. Mais quand ils travaillaient, ils venaient à pied. Ceux qui venaient de 5 km, ils venaient à pied. Nous avons, avec les moyens de bord, assuré le transport de personnel que nous avons mis au travail. Ils viennent au travail avec le transport de la société gratuitement, puisqu'ils ne paient rien. Une autre réalisation. Je vous ai parlé de 6 mois de quart de paiement. On me dira que je n'ai pas sorti de l'argent de ma poche pour payer. Mais au moins, on a usé de notre diplomatie, de notre esprit, de notre type de management pour obtenir du ministre des Finances, du ministère de Finances, que ce paiement qui est un forfait soit payé sans retard. Nous avons récupéré ce retard. Au moment où je vous parle, la semaine prochaine, on paye ce forfait au personnel du mois de mars. La semaine prochaine, ils vont toucher leur forfait du mois de mars, que nous terminons aujourd'hui. Donc, le retard de 6 mois a été comblé en combien de temps? En 3-4 mois. Donc, ils ont eu des mois où ils ont été payés 2 fois. Voilà quelques petites réalisations pour lesquelles je peux, moi, déjà me dire,
même si le président de la République décide aujourd'hui de nommer une autre équipe, ce qui est sa liberté totale, c'est lui le chef suprême qui fait comme il l'entend, je ne partirai pas avec ma queue entre les jambes. Je partirai avec ma tête haute. Parce qu'aujourd'hui, je peux me mettre devant le personnel de l'AMIBA, parler, je ne serai pas hué. Je ne serai pas hué. Il y a une paix sociale. Et quand je m'absente pour aller à Kinshasa pendant une semaine, 2 semaines, on trouve ça normal. Mais le DG doit être ici. Il ne faut pas qu'il soit là-bas. Il faut qu'il vienne ici. Voilà un peu, je suis content. Mais j'aimerais être encore plus content quand j'atteindrai la production industrielle et que je compterai le nombre de carats à l'année à partir de 7 millions. Et pour ça, il me faut le... Alors, je n'ai pas dit ce qu'on va faire de fonds que nous avons eu de centre-ville. C'est important. Nous avons décidé de prendre sur 45 millions, 5 millions comme fonds de roulement. Parce qu'on a beau produire, il faut un fonds de roulement pour permettre aux engins d'avoir des carburants, etc. Mais les 40 millions seront consacrés exclusivement à l'achat des engins de production. Exclusivement. Et j'y veillerai moi-même. Pourquoi j'ai dit moi-même? Parce que nous savons que c'est dans les commandes parfois que les choses se passent. Et donc nous avons convenu avec ce prêteur de veiller sur les fonds pour que l'argent aille tout droit aux fournisseurs de matériel que nous aurons choisi nous-mêmes grâce à nos techniciens et qu'il n'y ait pas des intermédiaires. Voilà la destinée des fonds qui nous sont prêtés. Et si nous n'avons pas été freinés par la mauvaise volonté des gens qui veulent s'opposer à la relance de l'AMIBA, je reviens encore ici aux représentants de Sibeka, parce que ce contrat a été freiné dans sa signature par le représentant, pour mieux dire, la représentante de Sibeka, qui s'est attaqué à ce contrat sans y comprendre même pas une ligne. Il n'a rien compris. Il s'est attaqué à un contrat en prétendant que c'est un contrat léonin. C'est vrai qu'aucun contrat n'est parfait. Aucun. Mais au moins celui-là, avec les éléments que je viens vous donner, moi je ne suis pas spécialiste en économie ni en finance. Je suis médecin à la base. Mais j'ai la capacité de comprendre certaines choses très facilement. Et donc j'aimerais qu'un économiste ou un financier me dise que ce contrat-là, il est mauvais. Et qu'on m'explique à quel moment et sur quoi on peut estimer que ce contrat, il préjudicie l'AMIBA ou l'État congolais. Voilà. Merci. Merci, M. le deuxième. Je demande aux amis des questions auxquelles on a déjà répondu. Ne revenez pas, s'il vous plaît. La parole est accordée à M. Chilumba, RTDK. Merci, Freddy. Moi, j'avais des questions, mais heureusement, on a déjà balayé la deuxième en rapport avec la production actuelle de l'AMIBA. Je reviens à la première, qui est celle de savoir si l'ADG pouvait nous dire à quel niveau vous en êtes avec le contrat Aérospace. On a été sur le terrain avec vous, avec les investisseurs. Vous en êtes où? Parce qu'on pensait que ces gens pouvaient venir déjà commencer à fabriquer sur place certains matériaux, notamment de turbines. On devait tenir certains lectures de presse depuis peut-être 10 heures, mais le courant pose toujours problème. Si ça pose problème à la mine, qu'est-ce que... Contrat Aérospace, vous pouvez préciser votre pensée parce que je ne me rappelle pas d'un contrat qui s'appelle Aérospace. Les Tchèques. Nous l'appelons contrat SECO. Alors, parmi les prioritaires pour nous mettre dans le bain de la l'AMIBA, nous avons d'abord fait l'état des lieux. Et je vous disais ici que tout était à l'arrêt, même les centrales donne à peine un courant qui, même aujourd'hui encore, hier on a eu la coupure d'électricité, on est resté dans le noir, tous les jours ici. Donc le courant électrique est indispensable pour le fonctionnement de l'AMIBA. Nous avons donné priorité à cet aspect-là de la production. C'est comme ça que
toujours dans la recherche, nous avons rencontré ces Tchèques qui ont une historique dans l'électricité de l'Amiba, puisqu'ils ont déjà travaillé sur le bilan J2, je crois, il y a quelques années. Et donc, nous avons rencontré ces Tchèques qui nous sont parvenus aussi, toujours par les ministères, qui envoient les investisseurs. Et l'aspect positif, c'est un MOU, comme on dit, c'est un contrat dans lequel les Tchèques viennent avec leurs moyens et tout, ils investissent. Donc ils vont s'occuper de centrales de Tchala et ils vont s'occuper de notre, comment on l'appelle, le technique, sur le polygone, l'atelier. Ils vont moderniser l'atelier dans ce sens qu'ils vont commencer, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Ça, je ne vous ai pas dit. Nous avons beaucoup de machines qui sont en bon état et qui tournent. Il manque seulement quelques matériaux de base pour fabriquer des choses. Et donc, les Tchèques sont venus examiner tout ça, très intéressés par les ateliers, parce qu'ils ont trouvé des ateliers performants, exceptionnels. Et donc, ils vont commencer à fabriquer justement des turbines et quelques autres machines qui peuvent être commercialisées ici, parce que cette société, je ne vous l'ai peut-être pas dit, en Tchéquie, ils fabriquent des réacteurs d'avions. Dans leurs usines, ils fabriquent des réacteurs pour les avions. Et donc, où on en est avec ce contrat? On vient de le signer il n'y a pas longtemps. Toujours aussi les traînailleries qu'on ne peut pas s'expliquer. On vient de signer ce contrat. Mais eux, ils ont déjà commencé le travail parce que beaucoup de choses se feront chez eux. Ils fabriquent déjà des turbines. Et d'ici le mois prochain, le mois d'avril, ils seront là pour s'attaquer à la première phase qui est la stabilisation du courant électrique. Donc, ils ne vont pas commencer tout de suite à s'attaquer aux turbines. Non, ils vont d'abord stabiliser les courants que nous avons. Nous avons à peu près 3-4 mégawatts. Avec ça, nous pouvons faire tourner nos machines sur le polygone et même distribuer encore le courant dans la ville. Et donc, ils vont d'abord stabiliser ce courant. Parce que c'est ça là, le plus grand mal de notre électricité, c'est l'instabilité. Et quand ils auront stabilisé, à ce moment-là, ils vont augmenter en puissance. Nous attendons de leur prestation d'arriver à peu près à 22-23 mégawatts de courant, de la puissance électrique, ce qui nous permettra de faire tourner non seulement l'Amiba à sa puissance maximale, je pense que nous allons pouvoir réussir à faire tourner toutes nos filiales, notamment la Biofarco, Sogacor, tout ça, on va essayer de le tourner avec ce courant-là. Voilà où ça naît. Donc le contrat est signé, on doit le renvoyer en Tchéquie pour que la partie tchèque puisse signer et nous enverrons encore, ils étaient déjà partis pour la première fois, nos techniciens, pour aller voir si tout ce qu'on nous raconte de fabrication de ceci, si ça existe. Le PCA, donc le président du conseil d'administration, était avec eux, ils ont vu tout. Maintenant, nous allons envoyer encore avec nos techniciens pour les aspects purement techniques avant qu'eux viennent pour commencer le travail. Et donc ça aussi, c'est un contrat qui va être lancé et qui est au bénéfice d'Amiba. Je n'hésiterai pas de le dire. D'accord. Prenons la grande dernière personne, M. Jean-Victor, le grand de la RTF. Monsieur le DG, nous vous disons merci de nous donner encore aujourd'hui l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur la situation de l'Amiba. Ma première préoccupation, c'est par rapport à votre partenaire, l'actionnaire minoritaire. Sibeka. On a bien parlé de la Sibeka. Je crois avoir trouvé un document en ligne signé par vous. Vous demandez au chef de l'État de pouvoir intervenir pour que Sibeka ne puisse plus participer aux activités d'Angola. Et c'est vrai. Alors, où est-ce que vous en êtes exactement avec cette situation-là, avec Sibeka? Parce que, toujours en ligne, j'ai trouvé aussi un document où on publiait la dissolution de Sibeka en Belgique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce dossier a évolué? Ça n'a pas évolué. Et puis, deuxième problème, parce que vous veniez de parler du courant
parlais de la centrale de Tchala. Effectivement, il y a une société qui avait signé un contrat avec la loi dans le temps, c'est Mantiland. Vous êtes arrivé avec ces dossiers-là aussi parce que dernièrement, comme si la LUBA ne voulait pas nous permettre de faire des travaux là-bas. Il dit par exemple qu'il a déjà même commandé certaines machines pour la centrale de Tchala. Est-ce que vous en êtes avec ces dossiers? Et pour terminer, c'est le problème de travailleurs non payés. Travailleurs non payés qui ont manifesté dernièrement, qui, au fait, étaient très contents d'abord du fait que déjà les travailleurs sont payés, mais quand ils arrivent là-bas, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas pris en compte, ils regrettent maintenant. Et dernièrement, ils ont même manifesté, ils ont parlé, ils vous ont demandé de penser à leur situation. Est-ce qu'on est en train de faire ça? C'est à quel niveau maintenant? Merci. 3 questions. La première concernant le partenaire minoritaire Sibeka. Par honnêteté intellectuelle, je vais essayer d'aller dans la profondeur de l'histoire de ce partenariat. Sibeka, c'est une société belge au départ. C'est une société belge qui était une société très puissante. Et ses actions dans MIBA, 20%. Depuis cet événement-là, depuis le début jusqu'aujourd'hui, dans les livres de MIBA, nous avons toujours Sibeka comme partenaire. Donc, il n'y a rien qui a changé. Parce que le partenariat, l'actionnariat, c'est quelque chose de très bien codifié. On ne devient pas actionnaire comme ça du jour au lendemain. Non, il y a une procédure qu'il faut suivre. Il faut négocier avec le partenaire, il faut consigner toutes les parts de chacun dans un registre. C'est comme ça qu'on est actionnaire à quelque chose. Et donc, Sibeka, quand les Belges sont partis, parce qu'ils n'étaient plus vraiment intéressés à la MIBA, ils se sont désintéressés de certaines activités minières, y compris dans MIBA, et Sibeka a été repris par MonAfrica, qui était la société de notre compatriote Kalamping, le fils de l'ancien premier ministre, enfin pas premier ministre, il était premier commissaire d'État au temps de Mobutu, il était aussi commissaire politique, il avait occupé beaucoup d'espace dans la région. Et Kalamping, qui avait créé sa société MonAfrica, a repris les actifs de Sibeka. Nous sommes dans les années 2009-2010. MonAfrica reprend Sibeka, mais dans les registres de la MIBA, c'est toujours Sibeka l'actionnaire. Pour des raisons, des détails sur lesquels je ne reviendrai pas, MonAfrica est dans Aza Resource Group, PLC. C'est une société anglo-africanaire, donc puisque elle est de l'Afrique du Sud, avec des Chinois dedans. Et donc MonAfrica est dans Aza Group. Ça, c'est aux environs de 2015. Dans les registres AMIBA, c'est toujours Sibeka. Comprenez que Sibeka a disparu en principe depuis 2013. Normalement, on ne devait plus avoir dans les livres de Sibeka, de MIBA, Sibeka. On devait avoir MonAfrica ou bien Aza Resource Group. Mais comme c'est des sociétés de groupe, ça c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. Mais ça nous regarde dès lors que dans les livres de la MIBA, dans le registre, il y a toujours Sibeka. Ça c'est la première. Deuxième chose, cette Sibeka, depuis 1986, alors que la MIBA a eu beaucoup de problèmes de fonctionnement, puisque, enfin, je n'entrerai pas dans les détails, mais à partir de 1996, quand MIBA a été mise à contribution, je ne parle pas de l'épisode 1992, quand la MIBA a eu beaucoup de problèmes créés par nos frères du Katanga à cause du fait que Tshisekedi
le père a été élu comme premier ministre à la conférence nationale, et qui était devenu premier ministre, nos amis, nos frères katangais qui ne voulaient pas de ça, ont créé de misère à la MIBA. Donc cet épisode-là, je n'y reviens pas. Et par contre, en 1996, MIBA a participé à l'effort de guerre de l'AFDL. La trésorerie de la MIBA a été pompée de manière, je crois que pour que vous ayez l'idée exacte des montants que la MIBA a décaissé, de manière tout à fait anarchique, parce que ça ne sortait pas de caisse normale. Je pense que c'est en partie pour cela que les Belges se sont un peu encore plus désintéressés de la MIBA, parce qu'il y avait une gestion calamiteuse. Et donc, MIBA a participé à l'effort de guerre de l'AFDL, et pour avoir des chiffres exacts, je vous renvoie à la commission Lutundula, la conférence nationale. Cette commission, même parlementaire, parce que ça a été aussi débattu au Parlement national. Et donc, on a des chiffres exacts que la MIBA a décaissés pour l'effort de guerre. Malgré toutes ces crises que la MIBA a connues, Sibeka est resté indifférent. Jusque maintenant, en juin 2023, quand le chef de l'État sort sa première ordonnance nous nommant à la tête de la MIBA. Il faut relancer la MIBA, mais c'est toujours, entre-temps, c'est l'État qui a sorti des fonds pour injecter dans le compte de la MIBA. Notre ami Sibeka est resté muette, invisible, et depuis lors déclaré comme actionnaire défaillant. Mais qu'est-ce qui est resté constant? Et ça, c'est important de le dire aussi. Les représentants de Sibeka, alors que Sibeka n'existait plus, ont toujours été nommés dans les structures de la MIBA. Et ils ont gardé le DGA depuis lors. Le poste DGA était, puisque dans les statuts, il y avait deux administrateurs. Un administrateur pour Sibeka, donc deux administrateurs pour Sibeka, dont un était d'office le directeur général adjoint. Et ces représentants ont toujours été là, payés aux frais de la MIBA, donc de l'État, logés, véhiculés, chouchoutés, je peux me permettre d'utiliser ce mot, et ces gens ont bouffé tout ça depuis que la Sibeka n'existe plus. Comment peut-on qualifier ça? Ceux qui parlent d'Aza Group et de Sibeka doivent d'abord se pencher sur cette question. Comment est-ce que les représentants de prétendus Sibeka ont continué à venir à la MIBA, bouffer les salaires, utiliser... D'ailleurs, le dernier DGA de Sibeka a foutu le camp avec le véhicule de la société. Il est parti avec le véhicule de la société, jusqu'aujourd'hui. En juin, septembre, quand quand nous avons fait la remise de reprise, monsieur a pris la poudre d'escampette avec Land Cruiser de la société. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Et donc, Sibeka était absente, mais a continué, soi-disant, à nous envoyer ses représentants. En Afrique, Aza Group, toujours Sibeka dans le registre. Alors, d'où vient le problème? C'est en décembre ici, décembre le 21, le tribunal belge qui a été saisi. Pourquoi? Parce que les états financiers de Sibeka ont toujours été défaillants, déficitaires depuis plusieurs années. Et comme la Belgique est organisée, la structure qui s'occupe des sociétés privées suit tout ça à la lettre. A saisi le tribunal pour dire Sibeka là, il ne peut plus payer ses créanciers. Il doit soit qu'ils se remettent, qu'ils renflouent leur trésorerie ou leurs finances pour faire face aux créanciers, soit on doit dissoudre. Et le procès a commencé en novembre 2023.
Mais entre-temps, les représentants de Sibeka étaient toujours là. Ce procès a abouti au 21 décembre. Donc, novembre 2023, 21 décembre, le tribunal finalement, puisqu'il n'y avait personne pour défendre quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à défendre, le tribunal a déclaré la dissolution sans condition, dissolution totale de Sibeka. Point important, sans nomination de liquidateur. Parce que pas plus tard ce matin, j'ai lu encore qu'il y a 2 liquidateurs. Je ne sais pas d'où ils viennent. Mais le tribunal belge, le jugement est publié dans le Moniteur belge. Le Moniteur, c'est comme notre journal officiel. Le jugement est dans le Moniteur. Et on dit bien qu'on n'a pas désigné le liquidateur parce qu'il n'y avait ni défenseur, ni quelqu'un qui défendait la Sibeka, ni même des actifs présentés comme existants quelque part. Donc il n'y avait pas de raison de nommer le liquidateur. Voilà où commence le problème ici chez nous. Parce que le jugement étant publié au Moniteur belge, ce jugement est opposable à tous. Ce jugement est public, il est opposable à tous. Voilà, moi en tant que gérant de la société MIBA, je défends les intérêts aussi bien de l'État majoritaire que des partenaires minoritaires. J'ai posé la question aux représentants de l'actionnaire minoritaire. Voilà, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait puisque le Sibeka est dissoute? Une société dissoute ne peut plus engager la MIBA parce que nous risquons d'avoir des problèmes judiciaires. On va vous dire, ben voilà, on voit, il y a un DGA qui était nommé par l'ordonnance présidentielle. Je vais y arriver tout de suite. Et donc, ce DGA peut engager la MIBA. Ben, cet engagement peut être considéré comme nul et nul de fait parce que la société Sibeka n'existe plus. Un représentant Sibeka qui signe les actes de la MIBA, il y a un problème. Alors, je reviens sur l'ordonnance du chef, la dernière, de décembre 2023, bien après que le procès avait déjà commencé en Belgique. L'ordonnance du chef de l'État a remis, parce que celle de juin 2023 n'avait pas nommé de représentant de Sibeka à cause de ce que je viens de vous dire, l'absence de Sibeka. Et donc, la correction du chef de l'État, c'est de ramener les représentants de Sibeka dans le conseil d'administration. Il y avait 3 administrateurs nommés, dont un DGA, directeur général adjoint, au nom de M. New Oran. Mais il se fait que, parmi les 3, il y a une compatriote, une Congolaise, au nom de Ndungu, Cécile, Bouchou, quelque chose comme ça. Si je massacre son nom, qu'elle m'excuse. Cette compatriote est arrivée avec un mandat. Un mandat signé par le fameux DGA chinois, New. Et le mandat demandait à madame de représenter les 2 Chinois en toutes circonstances. Et donc, depuis leur nomination, le 10 décembre, jusque maintenant, là où il n'y a pas une semaine, ces 2 administrateurs, ni vus, ni connus. Personne ne s'est présenté. Et parce qu'après nomination comme ça d'ordonnance présidentielle, le conseil d'administration, d'abord l'Assemblée générale valide la nomination du chef de l'État, et puis le conseil d'administration nomme ces administrateurs. Mais au moment de la nomination, le conseil d'administration s'est inquiété de l'absence du DGA. On a demandé, mais comment est-ce qu'on va nommer quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas? On peut nommer un cadavre. Et donc, le conseil d'administration a exigé qu'on va nommer ces messieurs provisoirement, à condition qu'ils viennent se présenter. Madame a essayé de défendre en disant il est très occupé, etc. Nous avons dit non, ça ne compte pas. Nous devons voir ces messieurs se présenter ici. Alors, moi, avant d'ailleurs de saisir le conseil d'administration, parce que ce n'est pas au président que j'avais écrit au conseil d'administration. Je n'ai pas le droit d'écrire au président de la République sans passer par le conseil d'administration. Et donc, Madame Ndungu est venue avec un mandat permanent. C'est une procuration. Un mandat, c'est une procuration.
une procuration permanente pour assister à toutes les réunions, devenir DGA, c'est-à-dire agir comme DGA, ça n'existe pas. Je l'ai interpellé, j'ai dit, madame, ce mandat, pour moi, il n'a pas de valeur. On donne la procuration pour assister à une réunion, ou 2 réunions, même 3 réunions, pour autant que le sujet, l'ordre du jour est le même, mais un mandat, une procuration qu'on a utilisée pour une réunion ne peut pas être valable pour 2e réunion, 3e réunion. Donc le mandat permanent n'existe pas pour moi. Donc j'ai mis en doute ce mandat et je lui ai fait savoir, je lui ai dit en personne. Il a répondu à sa manière en disant l'Assemblée générale a validé, le conseil d'administration a validé. Je dis ça ne m'engage pas, c'est pas valable du tout. Et j'ai demandé l'avis des juristes, ils ont confirmé. Et donc, quand le jugement est sorti, nous avons demandé au conseil d'administration, au président du conseil d'administration de convoquer le conseil d'administration pour qu'on puisse statuer sur cela. Mais en attendant, moi, ma conscience n'était pas tranquille parce que cette madame continuait à agir comme DGA, à engager la société. Je vous rappelle qu'elle a le premier acte qu'elle a posé en tant que DGA, entre guillemets, c'est de s'attaquer au contrat centre-ville en disant qu'elle n'a pas été associée, alors que quand on a commencé la négociation, elle n'existait pas. Elle s'est attaquée à la vente du diamant, notre colis de 53 000 carats qu'on a amené à Kinshasa pour vendre, pour la simple raison qu'ici le marché ne nous paraissait pas un peu très serré parce qu'on rabat un peu nos prix. Nos acheteurs s'entendent entre eux, il se passe des mots, et donc le prix qu'on nous donne ici est souvent au rabais. Je vais vous donner un exemple. Ici, on n'a jamais dépassé $20 le carat. Mais à Kinshasa, nous venons de vendre à 22 le carat. Ce qui est tout à fait à notre honneur. Mais donc, madame a déjà attaqué la vente de ces colis en écrivant au CEC, donc Centre d'évaluation et d'expertise. C'est ce centre qui s'occupe de... Quand nous partons avec le diamant à Kinshasa, ils sont gardés au CEC. C'est le CEC qui organise avec le ministère de Mines la vente des diamants. Ce n'est pas nous, c'est le CEC. Madame écrit au CEC en disant « Oh, je m'oppose à la vente de diamants puisqu'on veut vendre des diamants de gré à gré, c'est une vente illégale. » Et voilà, le CEC a pris un peu peur parce que madame, dans sa lettre, a adressé 2 copies à la Cour de cassation. Une DGA qui écrit sans passer par le DG, ni par le conseil d'administration, elle écrit au CEC, ce qui est une violation flagrante des textes de l'AMIBA. Elle écrit donc avec copie pour information à la Cour de cassation, au président de la République d'abord, et puis évidemment au Premier ministre, au ministre portefeuille, ministre de Mines, Cour de cassation, Cour d'appel de Kinshasa. Et là-dessus, CEC a pris un peu froid. La vente a été bloquée pendant 1 mois à cause de madame Ndongo, qui prétend être venue au nom de Sibeka pour relancer l'AMIBA. Elle a bloqué le contrat, elle a bloqué la vente de diamants sans argument aucun. Sans aucun argument vérifiable. Et donc, nous voilà, le contrat bloqué. Et du jour, et moi j'écris au président du conseil d'administration, je lui dis, moi en tant que gérant de l'AMIBA, je ne suis pas tranquille. Il faut suspendre la participation des représentants de Sibeka compte tenu de la dissolution de la société qui est connue maintenant du monde entier. Les représentants de Sibeka n'existent plus. Et de ce fait, ils ne peuvent plus engager l'AMIBA. Ils ne peuvent pas participer aux activités de l'AMIBA. J'écris au président du conseil d'administration. Évidemment, j'ai réservé copie au chef de l'État parce que le cabinet du chef de l'État est présent comme représentant de l'État dans plusieurs négociations. J'écris au ministère et avant même que le président du conseil d'administration me réponde, la réponse vient du cabinet du chef de l'État pour dire
le problème de Sibeka sera réglé à l'Assemblée générale. On va remplacer le nom de Sibeka par le nom d'Aza Group. Voilà la première surprise pour beaucoup de gens. Le nom d'Aza Group apparaît puisqu'il était nulle part, on ne le connaissait pas. Et entre-temps, madame prend la tête de l'AMIBA, une feuille d'entête, nos feuilles d'entête ici, elle publie un communiqué dans lequel elle parle d'Aza Group, elle ne parle plus de Sibeka à ce moment-là, hein. Plus de Sibeka. Aza Group se réjouit pour avoir bloqué la vente de diamants. Et pour elle, elle a bloqué, elle a réussi à vendre à 1,2 million, ce qui ne correspond en rien du tout au prix de vente que nous avons obtenu. Et pour elle, la direction de l'AMIBA s'était déjà entendue avec un acheteur belge privé, avait convenu à un prix de $800,000 et que nous avons réussi à faire gagner au personnel $400,000. Comment appeler ça? Moi, je ne sais pas. Je vous laisse, vous les journalistes, de trouver les termes pour qualifier ce genre de comportement. Et je laisse aux psychiatres de s'en occuper. Donc, trouver que les diamants qu'on vend dans une filière normale en passant par le CEC, que le DG a le pouvoir de s'entendre avec un privé et même conclure un prix, il y a un problème. Soit qu'elle est totalement ignorante des procédures de vente de diamants, soit qu'elle est de mauvaise foi manifeste, soit qu'il y a un problème de comportement. Voilà pourquoi je me suis permis de dire que les psychiatres doivent s'en occuper. Eh bien, toujours est-il que nous avons eu la vente de diamants qui a été gelée pendant 1 mois, et pendant ce temps, à l'usine, tout s'est arrêté. Parce que c'était cet argent que nous espérions renforcer notre production, payer les dettes, puisque cette production n'est pas venue comme ça du ciel, renforcer. Voilà. Je continue avec Sibeka parce que je ne veux pas me perdre. Sibeka devient Aza Group du jour au lendemain. Et le conseil d'administration se réunit finalement, décide de saisir le tribunal de commerce. Pourquoi? Parce qu'un jugement qui est rendu en Belgique, à l'étranger, ne peut pas nécessairement être exécuté au Congo. Et donc nous devons obtenir du tribunal de commerce l'exquature, comme on dit, c'est-à-dire l'exécution du jugement étranger au Congo. Et le tribunal a rendu son ordonnance justement il y a 2 ou 3 jours, acceptant que ces jugements soient exécutés ici au Congo. Et comme le tribunal le fait, c'est tout à fait normal. Dans l'AMIBA, il y a l'actionnaire majoritaire qui est l'État. Et l'État, comme je vous ai dit, est représenté par le ministère de portefeuille, le ministère de Mines et parfois la présidence de la République qui envoie des représentants dans ces réunions. Le tribunal a notifié cette décision, y compris à la présidence. Et j'ai lu encore dans la presse, une certaine presse, on dit que Okoto, en tant que JPCA, il a nargué le chef de l'État. Comme si c'était destiné au chef de l'État. Non, destiné à la présidence, puisque la présidence a des représentants dans les structures de l'AMIBA pour des problèmes qui concernent l'AMIBA, puisque c'est l'État numéro 1, c'est la présidence de la République. Et donc, le jugement est sorti, mais avant que le jugement sorte, le ministre de portefeuille, madame ministre d'État, donc ministre de portefeuille, madame Adel Kaïnda, a convoqué le conseil d'administration parce que, avec raison, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de correspondances dans la presse qui allaient dans tous les sens. Je crois que quelqu'un de vous a fait allusion à ça. Il y a eu effectivement des correspondances de madame d'abord qui s'attaque au contrat, centre-ville, qui s'attaque à la vente de diamants, qui s'attaque au DG qui ne veut pas de centre-ville, alors que qui ne veut pas de Sibeka, alors que moi je suis DG, quand je gère, je ne parle pas de Sibeka. Ici on ne parle pas de Sibeka, on ne parle pas de l'État, on parle de l'AMIBA. Parce que l'AMIBA c'est 2 actionnaires. Et quand il y a bénéfice, c'est tout le monde qui profite. Et donc, voilà. Madame la ministre d'État a estimé qu'il fallait
y voir clair. Elle a convoqué le conseil d'administration, nous étions tous là. Pour la première fois, le fameux New DGA est venu à cette réunion. Depuis qu'il a été nommé le 10 décembre. Il n'a jamais été... Et même la madame la ministre était étonnée. Ah, c'est vrai, vous venez de le connaître seulement ici? Mais comment vous avez fait pour le nommer? Donc, nous étions un peu embêtés par rapport à ça. Et donc, à cette réunion, on a présenté le problème. Madame a fustigé le mandat qui était signé par M. Wang New pour charger Madame de le représenter partout. La ministre a même dit, mais Madame, vous avez violé plusieurs articles de la loi congolaise. Il ne faut pas continuer à défendre ça. Elle a invalidé sur les champs le mandat. Vous ne pouvez plus. Et il a donné un exemple assez particulier qui a surpris tout le monde. Il dit, mais vous là, vous êtes comme Mbosso. DG est comme Samalukonde. Quand Samalukonde est absent, Mbosso ne peut pas venir faire l'intérim de Samalukonde parce qu'il devient juge et parti. Le Parlement est chargé, c'est comme le conseil d'administration, il doit contrôler le gouvernement, il doit contrôler la direction générale. Et donc, vous là, les administrateurs, vous devez contrôler la direction générale. Vous ne pouvez pas entrer dans la gestion, vous dites que vous devenez DGA sur procuration. Vous êtes juge et parti. Il y a un problème, madame. Et madame n'a rien compris de ça. Je suis désolé de le dire si crûment, je crois qu'elle n'a pas compris. Bref, le mandat a été invalidé. Et madame a mis en place une commission pour clarifier quoi. D'abord, elle a demandé que les représentants de Sibeka qui étaient là amènent leur pièce d'identité pour qu'on puisse vérifier si c'est vraiment eux les représentants de Sibeka. Donc on parlait toujours de Sibeka. Hein. Madame a eu la correctitude de parler de Sibeka parce que dans les livres de Miba, il y a Sibeka, il n'y a pas Azagroup. Et donc, le premier point qu'il fallait clarifier, cette transition de Sibeka à Azagroup, ça vient d'où? C'est quoi? Il faut me clarifier ça. C'est la ministre qui parle. Donc, amenez-moi tous les documents qui justifient que Sibeka est devenu Man Africa est devenu Azagroup peut se dire aujourd'hui Sibeka, amenez-moi les écrits. Parce que, pourquoi elle a insisté là-dessus? Il y a une convention qui a été signée entre Sibeka et l'État congolais. Et dans cette convention, les deux partenaires avaient convenu que si l'un veut céder ses actifs, quelque part, vendre ou même céder gratuitement à quelqu'un d'autre, il doit d'abord informer le partenaire. Ça s'appelle le droit de péremption. Et si le partenaire, si c'est pour vendre, le partenaire ne peut pas reprendre ses actifs, alors lui, il peut le vendre à qui il veut. Mais ni au moment où les Sibeka devient Man Afrique, ni au moment où Man Afrique devient Azagroup, ni l'État congolais, ni la MIBA n'ont été informés. Personne n'a été informé, je l'ai dit ici au départ. Et donc, le fait qu'on n'a jamais informé l'État congolais d'une transformation Sibeka en Man Afrique en Azagroup, ça n'a aucune valeur devant l'État, dans l'actionnariat au sein de MIBA. Et donc, le ministre a demandé, il faut qu'on me clarifie ça. Et troisième point, que vont devenir les représentants de Sibeka, pas d'Azagroup. Parce que l'Azagroup, on ne le connaît pas. Que vont devenir les représentants? La question que j'avais posée déjà au président du conseil d'administration. Parce que ces gens, ils réclamaient même qu'on leur paye les indemnités d'entrée, d'installation. Madame voulait même qu'on vienne lui donner la résidence de DGA ici, qu'elle vienne s'installer ici, par procuration. J'ai dit non. Moi, je connais le DGA, c'est M. New-Orang, je veux le voir. Et j'ai donné l'ordre, on donne les clés de la maison, la résidence de DGA, qu'à M. New, chinois, pas un Congolais. On trouve que je suis sévère, mais c'est ça la gestion publique. C'est ça gérer le patrimoine de l'État. On ne peut pas passer d'un individu à un autre comme ça parce qu'il y a eu un écrit fantaisiste. Mais donc, voilà, la commission a été mise en place par le ministre d'État. On doit clarifier cette histoire-là.
Et je vais aller vraiment jusqu'au bout pour que vous compreniez, pour que les autres comprennent. Même si on nous dit que Sibeka, par le tour de magie de je ne sais qui, est devenu Aza Group. Aza Group doit faire sa demande pour remplacer Sibeka, puisqu'on ne le connaît pas dans le registre de la MIBA. Donc, pour que l'Aza Group devienne actionnaire, il doit faire sa demande, être inscrit dans le registre des actionnaires et être accepté comme actionnaire, même minoritaire. Mais c'est encore le conseil d'administration qui va pouvoir tout faire, tout ça. C'est le conseil d'administration, au sein duquel moi je suis. Donc je vais être convaincu. Parce qu'on a dit que le Sibeka est un actionnaire défaillant depuis 1986. Sibeka, avec toutes les capitalisations de l'État, Sibeka doit l'argent à l'État. Les droits superficiels de nos mines, de nos gisements, c'est le partenaire qui doit aussi le payer. Donc Sibeka a une dette, rien que pour les droits superficiels, de 80 millions. Donc si Aza Group peut devenir du jour au lendemain Sibeka, il doit régler tous ces contentieux-là. Il doit régler tous ces contentieux-là avant de vraiment voir, parce que ça je ne vous ai pas dit, sur la place de Londres, Aza Group a des états financiers problématiques. Il a été sous administration fiscale publique depuis plusieurs années. Jusqu'à l'année passée, il y a eu un partenaire à eux qui a aidé Aza Group à sortir de l'année. Mais même ici chez nous, les commissaires aux comptes ont déjà tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois sur cette affaire-là. Et donc, Aza Group, on verra. Aujourd'hui, c'est Sibeka qui n'existe plus. Et donc, on doit régler le problème des représentants de Sibeka au sein de la MIBA. Voilà l'histoire de Sibeka. Ça a été long, mais il fallait que je donne les détails pour permettre aux gens de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent dans la presse. Je crois que les diamants, la MIBA va vendre facilement son diamant sans qu'il y ait encore de blocage de la part de la Sibeka. Non, le diamant est vendu déjà. Nous avons effectivement vendu notre diamant, notre colis de 53 000 carats. Je ne vous dirai pas ce que ça a rapporté. Ça, c'est le secret de la gestion. Je crois que le DG a rencontré presque tout le Sénégal. Il y a eu une sous-question. Il y avait le problème des travailleurs. Ah oui, les travailleurs, je suis content de dire qu'ils sont tous alignés à partir de ce mois. Parce que je ne vais pas encore revenir sur les détails pourquoi tout cet événement. Je vous ai dit ici que les comités sortants étaient tous des intérimaires. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que quand nous avons pris la société, nous avons été nommés en juin, nous avons pris la société en mai, fin septembre, entre janvier 2023 et juin 2023, alors que la société était à l'arrêt total, aucune production, même pas un carré de diamant. On avait réussi à engager de nouveau 206 travailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre quelque chose. Entre janvier et juillet, on avait engagé 206 travailleurs. 50 promotions. Des gens qui sont devenus des chefs de département, des directeurs, en 7 mois. Alors que, au moment où on fait la remise et reprise, c'est le même comité qui nous lit un dispositif écrit noir sur blanc, compte tenu de la situation difficile de la société, les engagements et les promotions sont suspendus. Voilà. Vous comprenez pourquoi ces contrats de 206 personnes, plus 50 promotions, le conseil d'administration à sa première réunion a décidé simplement de les annuler. Mais nous n'avons pas annulé parce que certains de ces travailleurs étaient déjà au travail. Ils travaillaient déjà. Nous avons dit, nous n'allons pas annuler, nous allons examiner les dossiers cas par cas pour voir qui pouvait, même si on ne pouvait pas engager, il y avait certainement des situations assez particulières. Parce que dans MIBA, il n'y a pas que la production. Il y a le service médical, il y a l'enseignement, il y a des services qui doivent tourner, malgré tout. Effectivement, dans l'analyse de ces 200 ici
travailleurs, nous avons pu sortir près de 80, près de 100 personnes qui étaient des travailleurs du secteur médical, de l'enseignement, parce que quand un enseignant meurt ou va à la retraite, il faut bien le remplacer, les enfants doivent continuer à étudier. La même chose pour les hôpitaux, ça doit continuer à tourner. Nous avons libéré tous ceux qui étaient du secteur médical et secteur enseignement, près de 100 personnes. Il restait 100 autres personnes. Et donc nous avons dit que nous allons étudier le cas par cas. Donc dès le premier mois, ce 100-là était aligné au paiement. Et le mois suivant, nous avons sorti de ces 100-là aussi 50 personnes au moins qui étaient indispensables dans le secteur technique, puisque nous avons démarré la production, il fallait récupérer quelques techniciens, et il en restait une cinquantaine, une quarantaine, cinquantaine. Qui sont qui? Alors que la production n'existe pas, les blondos, ils font quoi? La brigade, elle fait quoi? Les balayeurs, ils font quoi? Voilà. Nous avons gardé ceux-là en disant, au cas par cas, puisque nous avons démarré, on va sortir un à un. Mais évidemment, ils étaient déjà en train de travailler. C'est normal qu'ils se manifestent. Leurs collègues avaient déjà touché. Eux, ils ne comprenaient pas toutes ces subtilités, mais ils ont manifesté. Là, il y a un mois, ils ont même pris en otage les délégués syndicaux, parce que vous devez régler notre problème, sinon on vous le guide ici. Mais donc, pour ces mois, puisque il y a les malveillants qui veulent montrer que la direction est en train de malmener les travailleurs, puisque nous avons commencé à produire, puisque quand nous avons réussi à vendre, ce mois, j'ai demandé qu'on aligne le reste. Ils vont toucher leur salaire à partir de la semaine prochaine. Enfin, leur salaire, leur forfait. Donc ce problème est, ils peuvent se réjouir, puisque je le dis devant vous, qu'ils vont être alignés dès la semaine prochaine. Monsieur le DG, peut-être la dernière question, qu'en est-il du journal Mongo, qui est d'ailleurs une source d'information, non seulement pour la population de Kassalantal, mais aussi pour nous les journalistes. Ça fait plus de 6 mois maintenant que le journal n'apparaît presque plus. Je crois que le journal a souffert, comme beaucoup d'autres services, d'autres structures. On a souffert du manque de production, du manque de moyens, du manque d'argent tout simplement. Et moi, depuis que je travaille avec le représentant de la presse, Freddy Kabouya, je crois qu'il se rend compte que je suis intéressé, je m'occupe de la presse. Et donc, à plusieurs reprises, on a discuté, dès qu'il y a possibilité, ça va être fait. Et pas plus tard que la semaine passée, j'ai donné l'ordre au directeur financier que comme nous allons bientôt avoir un peu de rentrée, libérer ce journal. Il va être imprimé. Ça fait quand même beaucoup d'argent, puisque ça c'est pour blaguer, ne l'écrivez pas ou ne l'oubliez pas. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut le mettre par écrit. Et donc ce qui est écrit là, donc je préfère parler comme ça avec vous. C'est une boutade, mais Mbongo va sortir, et dès que cela est possible, son apparition va être régulière. Ça, vous avez ma parole. Et je n'en ai qu'une d'ailleurs, je n'en donne pas deux. Puisque je dois quand même continuer à parler si je vous donne tout. Voilà. Est-ce que le DG n'a pas un message personnel par rapport à tout ça? Ah, très important. Très important. Ndimuluba, Chine Mouyenende to. De père et de mère. Non, école primaire, j'ai étudié ici. Enfin non, première CO, j'ai étudié ici. Donc, Chine Mokamble Benamdemu Mtingai. Message wa kumpalo douane. Adimiba kayu produire avenir wamiba kenakokto. Il faut tout bon semanya boane mudimu wa miba udwa tudi impliquer mu production to enze mwetu wonso mutu namu boani miba a produire
avec la production. On doit être des diamants. Le problème est en tout cas, le plus important, seront réglés. Message, moi, je dois dire, on peut dire que le but est la direction générale, direction générale, on dit qu'il faut l'information et on monte tout le quand on take match ku bintu bien bamba ad montu ni le Congo ruyo le Congo lo ende tumwambila chena bol to afumu kudi hana koliwa tutu vonenda wa kara binu makumi atano ni bisatu mfulanga yi ni tu permettre moi ku résoudre un problème étudiant mikes mais surtout wani to renforcer la production étudiante to hete mshindwa miba ya kumpana direction générale ou diriger l'ENO détermination ou étudiant wani relance wa miba devienne effective sur comme la volonté du chef de l'État s'est exprimée à plus d'une fois. Si nous sommes ban distraire que du malwa nani syndicat wambi ni wambi non, même de focaliser sur production et de compter sur participation au moutillons. Moi, nous moutillons. En commençant par les barrières ou monter le commune, tout le bas, en tout cas, au bureau de situation. Voilà le message que j'ai. Restons confiants dans ce que nous faisons. Tu es convaincu, tout bien, c'est le monde, ni tout fika, pour tu voilà le message en disant à combien le bénéfice moi nous croyons comme beaucoup tu es comme pas ni nous m'en avons ni tout enze binongo kim dina yeto il y aura beaucoup de surprises dans les jours à venir. Ça c'est que tu as